grâce à ces mesures d'âge physiologique que nous faisons, on voit quelles sont les faiblesses de notre organisme qui va nous mener aux différentes pathologies. Et intervenir sur ces mécanismes, justement, nous permet de retarder, je dis pas d'inverser. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, c'est pour à votre santé ou à votre sénescence dont on va beaucoup parler ce matin avec mon invité, le docteur Christophe De Jaeger. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment se prononce votre nom? Parce que moi j'ai la réputation d'écorcher un peu les noms. Ah, De Jaeger. C'est De Jaeger, tout bêtement, tout simplement. Alors vous êtes médecin gériatre, spécialité que vous avez choisie alors qu'elle n'existait pas encore. C'est juste. On disait comment à l'époque? Bon, on disait pas grand-chose, on disait médecin de vieux, ouais. On disait aussi pas mal gérontologue, enfin mais c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à cette spécialité bien avant qu'on en parle vraiment officiellement. Vous êtes chercheur spécialisé dans le vieillissement du corps humain et vous êtes l'un des 3 spécialistes mondiaux de la sénescence humaine. Donc, quels sont les 2 autres? Je vous laisse les trouver, hein, c'est... Donc si on ne les trouve pas, vous serez le seul, hein, vous êtes le premier. On en reparlera. Vous dirigez depuis une trentaine d'années un institut spécialisé dans l'évaluation de l'âge physiologique. Alors ça c'est important, on va en parler ce matin. Et sa prise en charge afin d'optimiser le capital santé de chacun. Et vous publiez Médecine de la longévité, une révolution chez Guy Trédaniel. Non seulement vous avez été gériatre avant que ça existe, mais vous vous intéressez au vieillissement depuis que vous êtes très très jeune. Quelles étaient les questions que vous vous posiez quand vous aviez 15 ans ? Mais j'ai toujours été fasciné par la différence de la qualité du vieillissement des individus. C'est-à-dire les gens de 70 ans encore jeunes et les gens de 50 ans déjà vieux, irrémédiablement vieux. Et je me suis dit, Seigneur, il y a 20 ans de différence. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Pourquoi on vieillit comme ça ? Et c'est vraiment ce qui a motivé ensuite toute ma vie, à la fois professionnelle, de médical, de chercheur, c'est d'essayer de trouver ce qui peut expliquer la qualité de notre sénescence, qui est en fait le vieillissement négatif, hein, par opposition au vieillissement, je dirais, positif. Alors, il y a 2 styles de vieillissement. Le positif, c'est de quel âge à quel âge ? C'est de la conception à la fin de l'adolescence. Fin de l'adolescence, donc c'est court, et on appelle ça, nous, du développement. Et après, on commence à vieillir, alors, c'est ça ? Et après, on commence à se dégrader. Alors d'abord, très doucement, hein, entre 20 et 30 ans, écoutez, on a de telles réserves qu'on ne se rend pas bien compte, qu'on est un peu moins performant. 30-50, on n'a même plus le temps d'y penser, parce qu'au fond, entre le boulot et la famille, il y a nos 20 plus belles années qui disparaissent. 50-60, alors là, il faut être dans le déni pour ne pas se rendre compte que c'est vraiment très différent. Et tout notre corps se prépare aux pathologies, parce que les maladies sont déjà inscrites dans notre corps à partir de la cinquantaine, mais elles vont se révéler autour des 60-70, et à ce moment-là, c'est autre chose qui commence, puisque la maladie va accélérer la sénescence, et la sénescence favorise la maladie, et on sait où ça se termine. Quand on repensez à vos grands-parents, je ne sais pas, à 50 ou 60 ans, ils ressemblent certainement pas à la personne que vous êtes aujourd'hui. Je pense que quand on pense à nos grands-parents, ils avaient l'air, alors je ne sais pas s'ils étaient physiologiquement plus vieux, mais ils avaient l'air beaucoup plus vieux que nous on l'est. Alors, moi, j'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents, mais bien mes parents. Et mes parents appartenaient à cette génération où tu travailles, tu manges, tu travailles pas, tu manges pas. C'était des artistes. Il n'y avait pas encore toutes les protections qui existaient. Et ma mère, qui était soliste, qui était danseuse soliste, elle donnait encore des cours à 74 ans, et mon père sculptait encore à plus de 80 ans. Et donc pour moi, c'était des exemples extraordinaires. Et c'est probablement également aussi un des secrets justement de ce bien vieillir, c'est de rester passionné, de rester actif, de rester dans la société. Alors c'est marrant parce que je pensais que vous alliez dire que le secret de la longévité, c'était de manger peu. Alors, parce qu'il y a un débat là-dessus. Non, il y a un débat. Je pense pas qu'il y ait réellement un débat. Surtout pour les personnes âgées, parce qu'il y a le risque de dénutrition. Oui, mais il y a manger peu, mais bien.
Si vous êtes une personne âgée qui est dégoûtée de tout et que vous ne mangez que des sucreries, parce que c'est la seule chose pour laquelle vous avez une appétence, là vous rentrez dans le désastre. Mais si vous vous intéressez par exemple aux zones bleues, vous savez que sur la planète, il y a des zones bleues, Okinawa, un bout de Sardaigne, etc., où il y a plus de centenaires qu'ailleurs. C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de chercheurs, de médecins, de biologistes qui ont étudié ces zones en cherchant un secret. Ils disaient, est-ce qu'il y a un secret ? Là, il y a le secret des centenaires. En fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a jamais eu de secret, sauf 4 points que l'on retrouve systématiquement. Ce sont des gens qui mangent peu. Il n'y a pas d'obèses dans ces coins-là. Ce sont des gens qui ont toujours une activité physique, quel que soit l'âge. Ce sont des gens qui travaillent toujours. Alors, quand vous êtes à Okinawa et que vous ramassez du riz, si vous voulez, à 96 ans... C'est une île du Japon ravissante. Exactement. Magnifique. Hein. Eh bien, si vous, à 96 ans, quand vous êtes en train de ramasser du riz, eh bien, on ne vous demande pas le même rendement qu'une personne de 25 ans. Vous ramenez votre petit truc, mais votre petit truc est considéré. Vous existez dans la communauté. Et enfin, il y a le 4e point qui est une quasi-absence de stress parce que tout est déjà très bien réglé. Et alors, là où ça devient très intéressant, c'est que c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales. Mais point par point, c'est le contraire. On mange trop, on est sédentaire. Alors, on mange trop, et en particulier trop de sucre. On est sédentaire, on est stressé, et dès qu'on a terminé sa période de travail, eh bien, on est en retrait de la société. Alors, il y a des gens qui peuvent se passionner pour la pêche à la ligne, mais la réalité, c'est qu'ils perdent très rapidement un certain nombre de contacts et ils ne sont plus valorisés de la même façon. Mais le vieillissement, on n'y peut rien. Pourquoi vouloir lutter contre quelque chose d'inéluctable ? C'est un combat perdu d'avance. Alors, c'est ce qui va caractériser les chercheurs, c'est un état d'esprit. Si tout le monde se dit on n'y peut rien, eh bien notre société bascule et on se retrouvera avec une longévité comme au Moyen-Âge à 32 ans. Non, ce qui est passionnant, c'est d'essayer de se poser les bonnes questions. La médecine, moi je parle de médecine de la longévité. En fait, toutes les spécialités médicales se sont toujours intéressées à la maladie. La maladie, mais cette maladie, pourquoi survient-elle ? Elle survient toujours après une période de sénescence, c'est-à-dire de dégradation physiologique. Et les différents mécanismes, on les connaît assez bien. Et on les connaît, alors assez bien parce que certains mécanismes ont été déjà décrits dans les années 50-60, c'est donc pas d'hier. Mais on les connaît de façon de plus en plus détaillée, de façon de plus en plus intime. Et l'idée, c'est justement de s'intéresser et de regarder comment chacun d'entre nous vieillit à partir de 30, 40, 50 ans. Et c'est là où on voit, grâce à ces mesures d'âge physiologique que nous faisons, on voit quelles sont les faiblesses de notre organisme qui va nous mener aux différentes pathologies. Et intervenir sur ces mécanismes, justement, nous permet de retarder, je ne dis pas d'inverser. Non, parce que dans votre livre, vous dites on peut rajeunir. Dans le titre, il y a marqué on peut rajeunir ? Non, dans votre livre, vous le dites. Vous le dites à la fin, d'accord, mais vous dites qu'on peut rajeunir. Certains systèmes peuvent aujourd'hui s'améliorer. Et demain, on pourra les faire rajeunir. Ça, ce sont des choses que nous faisons aujourd'hui en laboratoire de recherche. Moi, j'ai fait beaucoup de biologie cellulaire à la fac des sciences, il y a donc bien des années. Eh bien, on était capable d'immortaliser les cellules. C'est un terme qui est fantastique, immortaliser. C'est un terme qui fait exploser beaucoup de conscience parce que ça rime avec impossibilité, ça rime avec... C'est le contraire de tout ce qu'on a toujours appris. Ça nous amène vers Dieu, d'ailleurs, l'immortalité. Eh bien non, depuis 20 ans, 30 ans, dans les laboratoires de biologie cellulaire, on peut immortaliser des cellules. Quand on va s'attacher à des organismes un peu plus compliqués, comme par exemple des souris, on est capable de doubler, de tripler leur espérance de vie en bonne santé. Parce que ce qui est important, et c'est ça qu'il faut souligner et ressouligner,
Parce que quand on parle de longévité, les gens souvent pensent à Madame Jeanne Calment et évidemment à la perte d'autonomie. Non, ce qui nous intéresse dans la longévité, c'est la bonne santé, rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et là, aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, on peut vivre jusqu'à quel âge en bonne santé ? Alors ça me fait penser à une émission à laquelle j'avais participé il y a bien longtemps maintenant avec Monsieur Delarue. Et c'était une émission sur les centenaires. Et c'était très amusant parce que dans cette émission, il y avait des portraits de centenaires que moi j'appelais des centenaires passifs, parce qu'ils n'ont jamais rien fait dans leur vie de spécial pour devenir centenaire. Mais un beau jour, la famille s'est réunie autour d'eux et leur a dit « Papy, mamie, t'as 100 ans, c'est merveilleux, etc. » Donc, beaucoup de gens ont cherché leur secret. Alors, c'était toujours pareil, c'était le petit quart de Porto à 18h, etc. Tout ça, ça n'a évidemment aucun sens. C'est des gens qui avaient beaucoup de chance, parce qu'ils sont passés à travers des accidents, des maladies, etc. Donc, le facteur chance a existé. Et puis, ils avaient des vies très réglées, avec peu de stress, et ça les a menés à être centenaires, avec de bons gènes également. Et on opposait à ça les centenaires de demain, c'est-à-dire les centenaires actifs, que moi j'appelais centenaires actifs. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une démarche active. Et on en a de plus en plus aujourd'hui. C'est des gens de 50, de 60 ans, qui se disent « Oula, j'arrive sur la fin de ma vie ». Oui, à 60 ans, je vous vois hocher de la tête, mais... Ça m'arrange pas. Oui, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire, mais maintenant... Maintenant, il y a des réalités, on s'approche plus de la fin que du début, et ces gens-là se disent, mais je suis arrivé à un certain niveau, j'ai une expérience, je veux continuer à en profiter. Je ne veux pas tomber dans cette espèce de cercle vicieux qui m'amène à la maladie, à prendre des médicaments, et puis on sait où ça se termine. Donc, ces gens-là se disent, il n'est pas possible qu'en 2023, on ne puisse pas s'intéresser à ma sénescence. Alors on parle de sénescence avec mon invité ce matin, le docteur Christophe de Gégère, qui publie Médecine de la longévité, une révolution. Et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme, chez Guy Trédaniel. Vous expliquez dans votre livre que nous avons 3 âges. Alors quels sont les 3 âges que nous avons ? Alors, on en a 3, effectivement. Le plus connu, celui que nous utilisons tous les jours, c'est l'âge chronologique. Il est utile juste administrativement, c'est-à-dire on peut passer son permis de conduire à partir de 18 ans, on passe à la retraite à 60, 64, etc. Donc c'est de l'administratif. Ensuite, il y a un âge qui est particulièrement traite, qui est l'âge ressenti. C'est-à-dire quel âge on se donne, quel âge on pense avoir. Et ça, cet âge-là, il est généralement bien en dessous de l'âge chronologique. Et en particulier entre 50 et 65 ans. On a en moyenne l'impression d'avoir entre 10 et 15 ans de moins. C'est-à-dire qu'à 65 ans, si vous avez l'impression d'avoir 50 ans, vous ne vous prendrez pas en charge de la même façon. C'est un âge qui est traître, qui est faussement agréable. Ça vient peut-être aussi du fait que le cerveau ne vieillit pas de la même façon que le reste du corps. Pour le cerveau, c'est différent, on a l'impression d'avoir tous les jours 20 ans. C'est ça, donc le cerveau, il ne vieillit pas dans la tête. Mais, il est aussi sénescent, le cerveau, à travers ses performances. Parce qu'il y a 2 choses, il y a les performances du cerveau et puis il y a notre esprit. Et notre esprit, c'est notre façon de penser, de vivre les choses et de ressentir des choses. Mais dans nos têtes, on a quand même globalement beaucoup moins d'années qu'on en a en réalité. Exactement. En revanche, physiologiquement, on est au-dessus à partir de 40 ans, à partir de 50 ans, en fonction de vos gènes, de votre mode de vie, de votre environnement. On est généralement au-dessus de son âge chronologique. Et donc, c'est là où ça nous mène à un certain nombre de pathologies. Et vous voyez tout de suite l'enjeu de l'affaire, c'est-à-dire que si vous conduisez une voiture, par exemple, j'adore les comparaisons automobiles, parce que l'automobile, écoutez, vous l'utilisez tous les jours, elle vous rend service, mais elle s'use. Et d'ailleurs, souvent, les constructeurs vous disent qu'il faut faire une révision à 15 000, 20 000, 30 000. Et ce que vous faites pour votre voiture, d'ailleurs, vous ne le faites pas pour votre propre corps, alors que votre corps s'use également. Et ça, c'est justement ce rôle de maintenance, c'est vraiment notre rôle de physiologiste. Et ça, c'est important pour rester dans la meilleure santé le plus
le plus longtemps possible et retarder, oui, je dis pas éviter les pathologies, mais si vous retardez un diabète de 10 ans ou de 15 ans, c'est autant de gagner. Et c'est ça que ça veut dire, hein. Lorsque vous avez l'impression que votre voiture est toujours neuve, alors qu'elle a 50 000 km, eh bien, vous ne vous rendez pas service. Et pourquoi vous avez l'impression qu'elle est toujours neuve? Parce qu'elle démarre toujours très bien, parce qu'elle freine toujours très bien, et que vous la conduisez raisonnablement. Mais votre organisme, lui, il a le bon compteur kilométrique. Alors, comment on fait pour connaître son âge physiologique ? Alors, son âge physiologique, déjà, n'allez pas sur Internet, ne faites pas les questionnaires qu'il y a. Moi, je me suis amusé à en faire et je me suis retrouvé entre 25 ans et 95. Donc, c'est du tout n'importe quoi. On peut avoir une vision scientifique de son âge physiologique, c'est-à-dire on passe des examens où on va mesurer en fait vos différentes capacités fonctionnelles. Et là, il y a toute une ribambelle d'examens médicaux qui ne vont pas servir à diagnostiquer une maladie, mais qui vont servir à évaluer une fonction cardiaque. Alors quels sont les examens qui sont vraiment utiles? Il y en a un que j'aime beaucoup, moi. C'est parce qu'on appelle ça un examen intégratif, c'est la mesure de la composition corporelle. Dans notre poids, on a un poids. Toute notre vie, on peut avoir, prenons un exemple, on peut être à 70 kg à 20 ans et 70 kg à 50 ans. Sauf que tout a changé dans ces 70 kg. On a perdu du muscle, on a perdu de l'eau et on a gagné de la graisse. Et cette graisse, et en particulier lorsqu'elle est abdominale, elle représente un facteur de risque de pathologie qui est majeur. Et si l'on s'entraîne et si l'on prend les bonnes mesures, mais là il faut être conseillé par son médecin parce que ce n'est pas des choses que l'on va faire comme ça. Il faut avoir un professionnel de santé et moi j'invite les gens à aller vers leur médecin pour avoir les bons conseils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 6 mois, 1 an, eh bien on est capable d'inverser les choses. Et donc on est capable de voir concrètement que les efforts qu'on a faits payent. Et si on n'en fait pas assez d'efforts, ou on les fait mal, eh bien on se rendra compte également que on n'est pas bon. Et donc il faut changer les choses. Et ça c'est très important. Donc il y a ensuite des tas d'autres examens pour les poumons, pour le cœur, pour les artères, etc. Mais il y a un examen simple que j'aime bien et qui dure 15 minutes, c'est effectivement la mesure de la composition corporelle par DEXA. Et ça nous rend vraiment énormément de service. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se demandent quel est leur âge réel, donc comment on fait pour connaître son âge réel? Il faut aller voir son médecin et passer par un certain nombre de tests qui peuvent être accessibles où que vous soyez en France. Il y a des services de physiologie, il y a des instituts spécialisés, mais au médecin de vous aiguiller là où ça lui semble être le mieux. Mais ça, c'est la technologie. Là, on va vous dire, écoutez, vous avez 50 ans, mais vos artères correspondent à quelqu'un de 65 ans. Ou votre masse grasse viscérale correspond à quelqu'un de 62 ans ou de 75. Mais, alors, ça, généralement, les gens ont peur de ça. Ils ne veulent pas savoir parce qu'ils se disent, finalement, je suis bien. Et je vais voir un médecin, il va me trouver des trucs qui vont me faire peur. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette logique-là. Sauf que là, il ne s'agit pas de maladie. Il s'agit de votre fonctionnement physiologique. Et que ce fonctionnement physiologique, quel que soit votre âge, peut être amélioré. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est à travers cette amélioration que l'on peut travailler sur cette espérance de vie en bonne santé. Mais, ça c'est donc de la technologie. Mais vous pouvez également avoir une idée de votre âge physiologique, tout bêtement, en vous observant. Si toute votre vie, vous avez, dans les premières de 20 à 30 ans, vous étiez capable de courir, je dis n'importe quoi, 10 km en tant de minutes, et que vous voyez qu'à 50, c'est moins, c'est donc que quelque chose se passe. Et, oui. Et dans ces cas-là, on dit, c'est normal, c'est le vieillissement. Et c'est là où il ne faut pas se contenter de ça. Parce qu'en disant ça, finalement, vous allez dans ce fatalisme, et ce fatalisme
vous enferme dans une évolution négative. C'est là où il faut dire « Waouh, je suis moins performant, je vais faire un effort. » Et vous allez pouvoir à nouveau courir plus vite ou plus longtemps. Donc, mais il y a des tas d'exemples. Même si on va voir des gens plus âgés, par exemple. Ça, c'est le problème de la perte d'autonomie. Quand vous êtes, par exemple, à 80 ans, vous avez l'habitude d'aller chercher votre pain tous les matins à 1,5 km. Et puis, vous commencez à être un petit peu essoufflé, fatigué. Et puis, vous dites 1,5 km, oh, c'est vraiment loin. Finalement, il y a une boulangerie à 500 mètres. Et vous recommencez vos habitudes, votre routine avec cette boulangerie à 500 mètres. Même si elle est peut-être un peu moins bonne, tout à coup, vous la trouverez aussi bonne que l'autre. Mais en fait, vous avez divisé vos capacités d'autant. Et du coup, en vieillissant, il faut toujours garder en tête tout ce qu'on ne fait plus, on ne le fera plus. Ou alors, c'est extrêmement difficile de remonter. Donc, ça vaut le coup de se battre marche par marche pour rester le plus longtemps dessus. Au moment où on y est, en fait. C'est ça. Et en gardant en tête que l'on peut remonter avec les bons conseils, on peut remonter. La vraie difficulté de ça, c'est quoi? C'est il n'y a pas de motivation. Les gens sont peu motivés. C'est l'intérêt d'un livre comme celui-ci. C'est de faire que les gens soient conscients qu'on peut agir et que tout à coup ils se disent peut-être que l'effort qu'on me demande en vaut la chandelle. Parce que si on vous dit en permanence c'est la fatalité, c'est comme ça, de toute manière ça ne changera rien, vous finirez là où vous finirez, évidemment on n'a pas envie de se coller une contrainte supplémentaire. Et on va s'envoyer une belle glace. Hein. Donc vous voyez, c'est ça, en regardant un match devant sa télé. Donc l'idée, je parle de glace, hein, ça pourrait être une bière, hein, vous l'avez bien compris. L'idée, c'est qu'on peut gagner. Et ça, c'est une des grandes nouveautés. Le jeu en vaut la chandelle. Mais on peut gagner quoi? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Ça, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous le dire. Ça va dépendre de tout un chacun et ça va dépendre des efforts qui sont mis. Ensuite, il est bien évident que là, on parle de facteurs de risque classiques, nutritionnels, sédentarité. Évidemment, on ne parle plus de tout ce qui est toxique, tabac, alcool. On a déjà éjecté tout ça. C'est des toxiques qu'on connaît bien. Hein, et je suis désolé, mais c'est un véritable intérêt de s'en débarrasser. Ensuite, c'est les éléments nutritionnels, c'est les éléments de sédentarité. Si on veut aller plus loin, alors pour répondre à ça, oui, ça peut retarder de 5 ans, de 10 ans un diabète. Oui, ça vaut le coup. Ça va retarder une hypertension. Ça ne veut pas dire que vous ne la ferez pas parce que la sénescence, elle continue. Elle continue, mais elle ne sera pas accélérée. Ça, c'est un point de détail. Enfin, ce n'est pas un point de détail, mais c'est compliqué à comprendre. Là, il y a une espèce de descente qui est liée à la sénescence, qui est continue. Mais cette sénescence, elle peut être accélérée. D'accord, mais aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour savoir si on peut l'inverser. En tout cas, la ralentir. C'est sûr. Et l'inverser. L'inverser, c'est une deuxième thématique, où là, il faut rentrer dans des corrections de nos différents déficits. Mais oui, et c'est ce que vous expliquez dans une partie de votre livre. Parce que finalement, si on connaît les grands principes de la sénescence, finalement, on peut agir dessus. C'est ça, c'est le principe. Et les grands principes de la sénescence, il y en a un certain nombre qui sont bien connus. C'est la glycation, c'est tout ce qui est en relation avec les sucres. Alors, on va revenir sur la glycation. On a déjà fait une émission sur la glycation avec le docteur Réginald Lalouche, mais c'est vrai que c'est assez nouveau, la glycation, hein. C'est la caramélisation. Voilà, et on parle de cette médecine de la longévité ce matin avec le docteur Christophe de Gégère. Vous êtes un des spécialistes mondiaux de cette discipline et vous publiez Médecine de la longévité, une révolution chez Guy Trédaniel. Il y a combien de stades dans la médecine de longévité? Alors, il y a
ce qu'on peut faire simplement soi-même, c'est tout ce qu'on vient de dire précédemment, c'est tout éliminer les toxiques, des choses qu'on connaît bien, c'est manger le plus correctement possible, c'est faire de l'exercice, faire un exercice adapté, parce que le problème c'est que souvent des gens font de l'exercice comme eux aiment le faire, mais qui n'est pas forcément adapté en termes de longévité. Ensuite, vous avez un autre chapitre qui est fondamental, qui est celui de la correction des déficits qui s'installent. Alors, c'est là où on va rentrer plus dans les mécanismes en réalité et où on va travailler au-dessus de cette courbe de la sénescence. Alors, qu'est-ce que vous appelez un correcteur physiologique ? Un correcteur physiologique est un produit, est une molécule qui est naturellement présent dans votre organisme et qui va diminuer du fait de la sénescence. Alors, exemple ? Des exemples très connus, par exemple la vitamine D. Alors la vitamine D, on en a beaucoup entendu parler avec le Covid, mais c'est d'ailleurs pas une vitamine. Il faut savoir que c'est une hormone, et en plus c'est une hormone stéroïde. Mais ce qui veut dire que c'est quelque chose qui, en fait, a très mauvaise réputation sous nos latitudes. Quand on l'appelle une vitamine, tout le monde veut la prendre. Quand on sait que c'est une hormone stéroïde que certains vont utiliser pour la musculation, la gonflette, etc., là, tout à coup, on se dit, c'est pas tout à fait ça. Mais cette vitamine D, on va l'appeler vitamine, a une utilité, bien sûr, sur la densité osseuse, c'est ça ce qui l'a rendue connue avec les problèmes d'ostéoporose, mais elle a un rôle sur l'immunité. On l'a vu avec le Covid. Elle a un rôle sur la prévention d'un certain nombre de cancers, en particulier digestifs. Elle a un rôle sur le cerveau, elle a un rôle sur le muscle. Et donc, vous voyez que ces produits-là ont de multiples intérêts. Alors, donc, il faut en prendre si on en manque. Donc, ça implique quoi ? Il faut faire un dosage. Prendre ce genre de produit à l'aveugle est stupide. Parce que peut-être que vous n'en manquez pas, vous, mais vous manquez peut-être d'autres choses. Donc, il faut faire ça de façon très scientifique, très médicale. On dose, on observe une carence, on corrige, on redose 2 mois après. La vitamine D, il faut attendre 2 mois avant qu'elle se stabilise à un nouveau niveau. Il n'y en a pas assez, on en donne un peu plus et on refait un dosage jusqu'à ce qu'on ait son taux optimum. Donc, vous voyez, il faut tout de même que votre médecin vous aide. Ça se fait pas. Et aujourd'hui, je vois énormément de gens qui se servent sur Internet, qui se servent par courrier, qui commandent des tas de trucs, mais qui ne savent pas. Ils ne savent pas combien il leur en faut, ils ne savent pas s'ils en ont assez. Et la vitamine D... Les Américains sont devenus des biohackers. Avant de parler des biohackers, parce que les biohackers, c'est encore un autre problème. La vitamine D, si on en prend trop pendant longtemps, on a des problèmes. Donc, c'est mauvais. Quel genre de problème ? Vous pouvez avoir une insuffisance rénale, vous pouvez avoir des polyneuropathies, vous pouvez donc vous retrouver tout bêtement en réanimation avec un rein artificiel. Donc, il faut en prendre beaucoup. Mais si vous en prenez trop pendant très longtemps, sans vérification, vous risquez d'arriver à un effet contraire. C'est pas parce que les choses sont des vitamines qu'elles ont systématiquement un effet positif et jamais d'effet négatif. Il peut y avoir des effets négatifs. Alors, il y a d'autres correcteurs. Alors, on a vu il y en a tout plein, mais prenons l'exemple, par exemple, de tout ce qui va jouer sur l'oxydation du corps. Le fameux stress oxydant. Et le stress oxydant est un des mécanismes de la sénescence, un mécanisme bien reconnu. Eh bien, en vieillissant, on va fabriquer de plus en plus de radicaux libres, on appelle ça des espèces radicalaires de l'oxygène, qui sont autant de petites grenades dégoupillées qui vont se déverser dans l'organisme et qui vont être issues du mécanisme énergétique de la cellule. Mais ça commence à être un petit peu perturbé en vieillissant et il y a des parasites. Et du coup, ces radicaux libres vont abîmer votre ADN, vont abîmer vos membranes cellulaires et donc favoriser le vieillissement de la cellule. Le corps est équipé en système de lutte contre ces radicaux libres. Mais ce sont des chaînes de réactions qui vont comporter des vitamines comme la vitamine A, E, C, comme le sélénium, le zinc, etc., etc. Tout ça évolue avec un équilibre. Et c'est-à-dire que si vous manquez de sélénium, ça ne va pas marcher. Si vous avez trop de sélénium, ça ne va pas marcher non plus. Et donc vous comprenez bien
que c'est compliqué. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est comme, vous voyez ce que c'est qu'un Airbus A380 ? C'est un Airbus avec 2 ponts. Exactement, le gros du gros, le plus gros. Eh bien, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut pour construire cet Airbus chez Leroy Merlin, mais c'est pas parce que vous avez l'aluminium, les tournevis et les vis que vous allez être capable de le construire. Et un corps humain est beaucoup plus compliqué qu'un Airbus. Donc, faites appel, là encore, à votre médecin pour qu'il fasse des dosages. Ça pose aucun problème. Et il y a beaucoup de médecins en France qui sont intéressés par la démarche. Moi, je fais beaucoup d'enseignements en faculté, on voit des médecins, et ils sont intéressés par cette démarche qui est une démarche de prévention active. Alors, il y a donc une multitude de substances. Vous avez également tout ce qui est hormonal. Les hormones. Alors, là, attention, quand on parle d'hormones, tension. C'est vrai ? Ah ouais. Je vous ai entendu. Ah, les hormones, c'est à mauvaise réputation et mauvaise presse. Alors, oui, mais là encore, c'est indu. Parce qu'une hormone n'est qu'un messager. Elle est sécrétée à un endroit, elle va sur une cible et elle va déclencher une action. Donc, une hormone, si vous, par exemple, vous n'avez plus d'hormones dans le corps, vous êtes allongé par terre, mort. C'est comme dans ce studio, si tout à coup on enlève l'électricité, qu'il n'y a plus de signaux nulle part, eh bien il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus de stations de radio. Donc l'hormone par définition n'est ni bonne ni mauvaise. Il faut, là encore, en connaître le métabolisme, dépister un certain nombre de carences qui sont parfois complètement insidieuses, mais qui peuvent profondément jouer sur votre métabolisme. Donc là encore, c'est du profondément médical et il ne faut jamais oublier ça. Ensuite, vous avez d'autres éléments, d'autres mécanismes qui sont intéressants, qui sont tout ce qui a été publié par mon confrère et collègue David Sinclair de Harvard sur l'énergétique mitochondriale avec toute la NADH. C'est les nouvelles stars, les mitochondries. Ah oui, mais ça correspond à une réalité. La mitochondrie et les télomères. La mitochondrie, c'est la petite centrale électrique de la cellule. Alors, ce n'est pas une petite centrale, il y en a des millions dans chaque cellule, et cette mitochondrie va permettre de fabriquer de l'ATP, adénosyltriphosphate, qui est le fuel ou l'électricité de la cellule. Et là encore, ça se dégrade. Ça se dégrade avec le temps qui passe, et une des idées, c'est de renforcer ce métabolisme en prenant des molécules qui sont comme par exemple la NADH et qui peut redonner une certaine énergie aux cellules. Les télomères. Alors les télomères, c'est pas rien non plus, les télomères. C'est le prix Nobel de Blackburn, Elizabeth Blackburn, elle a reçu son prix Nobel en 2009 et pour couronner en fait 25 ans de recherche sur ces télomères. Donc c'est pas non plus d'hier. D'accord ? Tout ça, c'est dans des laboratoires de biologie, c'est étudié, réétudié, et ça ne sort pas de ces laboratoires. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'en parler, de montrer que ça existe. Et alors, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, on sait que ces télomères, qui sont en fait de petites capsules qui sont au bout des chromosomes, eh bien, à chaque fois que la cellule se divise, ce petit pare-choc, cette petite capsule se rétrécit, et à ce moment-là, quand il n'y a plus de capsule, eh bien, c'est le patrimoine génétique de la cellule qui commence à être affecté, et la cellule, elle tourne plus rond à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Elle a deux solutions classiques. Soit elle meurt, ce qu'on appelle l'apoptose dans notre jargon, soit elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle devient un cancer. Et il y a des moyens d'abord de mesurer cette longueur, de savoir si on a beaucoup de cellules ou pas qui ont des télomères courts, qui sont les télomères à risque, et on peut là aussi travailler à les réallonger, que ce soit à travers des méthodes, globales. Il y a des méthodes soft, la relaxation fait du bien. Vous savez que le stress est vraiment pas bon pour l'organisme. Et vous ne distinguez pas le stress positif ? Pour vous, le stress, ça n'existe pas. Le stress positif, ça n'existe pas. Non. Pour moi, ça s'appelle de la motivation. C'est-à-dire que vous, quand vous venez, vous n'êtes pas stressé, vous êtes motivé. Vous êtes heureux de rencontrer certains... J'étais heureux de vous rencontrer. Ah bon, voilà, je vous ai pas le dire. Je vous ai fait la fête en bas, je vous ai attendu en bas. Justement. Oui. Donc ça, c'est de la motivation.
Le stress, ça implique quoi? Ça implique une augmentation de votre cortisol. Si vous augmentez votre cortisol, qui est l'hormone du stress, vous augmentez votre glycémie, donc c'est pas bon. Vous augmentez votre fréquence cardiaque, vous augmentez votre tension artérielle, etc., etc. Tout ça vous abîme. Et si ça dure trop longtemps, eh bien, vous finissez en burn-out. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui en matière de médecine de la longévité, on commence par quoi? Il faut commencer par une petite introspection. Il faut savoir que si on s'intéresse à sa santé, ça va être un gros boulot. Ça va pas être juste comme ça, un clin d'œil ou des doigts qui... il faut se dire qu'on va vraiment essayer... Parce que si vous le prenez en dilettante, ça sert à rien. Prendre 3 mois un truc et 6 mois un autre truc. Un peu de DHEA, un peu de... Voilà, bon. Oui, comme ça, on essaie. Moi, je vois beaucoup de gens qui se disent, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis ça donne rien. Ça donne rien parce que si vous faites juste, mettez un peu plus de pression dans votre pneu avant droit, ça ne veut pas dire que votre carburateur fonctionnera, ça ne veut pas dire qu'il y aura assez d'huile dans le moteur. Donc, le dilettantisme en santé est une erreur. Ce qu'il faut, c'est faire les choses correctement et dans le sens qu'on a évoqué. Parce qu'on peut commencer simplement, on n'est pas obligé de commencer par la mesure de la longueur de ses télomères. Mais est-ce qu'il y a un âge, on va dire un âge limite? Est-ce qu'à mon grand âge, Doc, c'est mort? Je vous vois respirer quand même et je vois vos yeux qui brillent derrière vos lunettes. Donc je sais que c'est pas trop tard. Non, mais on peut commencer à quel âge, sérieux? Alors, si on veut gagner 10-15 ans en bonne santé. En théorie, il faudrait se placer dès la fin de l'adolescence, d'emblée. Mais ça, c'est pas entendable. C'est pour cela qui réalise l'émission, ça. Oui, d'ailleurs, il m'écoute avec beaucoup d'attention. Je vois, il se dit peut-être que, au fond, un petit 130. Non, dans la population générale, ça tourne autour des 40-50. C'est vraiment là où il y a un maximum de gens qui se disent « Waouh, je tourne bien, je tourne parfois mieux que d'autres, mais je tourne pas comme avant. » Alors j'emploie le terme « tourner » entre guillemets, mais vous m'avez tous compris. On est moins bien à 50 qu'à 40. À 60, on est encore moins bien qu'à 50. Mais il n'y a pas d'âge. Je veux dire, nous, notre patient le plus âgé a 94 ans. Il est en pleine forme. Donc, c'est ça qui est intéressant. Chacun peut trouver quelque chose, quel que soit son âge. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est important de rappeler, c'est que la médecine de la longévité, c'est pas la médecine esthétique, c'est pas le lifting, ça n'a rien à voir avec ça. Non, il y a tout ce qui est médecine. Alors, il y a la médecine esthétique, il y a la médecine anti-âge qui correspond à la médecine esthétique en réalité. Mais la médecine de la longévité, ce n'est pas ça. Ce n'a rien à voir. Alors la suite est dans votre livre, c'est passionnant, médecine de la longévité, une révolution. Et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme, votre éditeur c'est Guy Trédaniel. Alors vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien sur toutes les plateformes qui reprennent les programmes de Beurre FM et sur beurrefm.net. Et puis vous verrez la vidéo, vous pourrez poser vos questions sur la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, Doc. Merci beaucoup, Philippe. Et passez une très belle journée santé et en pleine forme sur Beurre FM.